Culture Soccer. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de CS à l'érable. Comme d'habitude, un de vos animateurs, Adi Raphaël, et je suis rejoint par mon collègue de toujours, Daniel Cameron. Salut Daniel, ça va bien aujourd'hui? Merci, et toi? Oui, ça va très bien, ça va très bien. Bah écoute Daniel, on a pris une semaine off, puis juste parce qu'on voulait respirer un peu. Puis à peine on prend juste le temps de respirer, ben là on a 10 bombes atomiques qui nous tombent sur la face et beaucoup de sujets qu'on doit développer et dont on doit discuter aujourd'hui, n'est-ce pas Daniel? Parce que c'est fou parce que à un moment donné quand on a décidé de prendre la semaine off la semaine passée, on était là, ok, il y a pas beaucoup d'actualité, c'est le moment où le faire. Puis là on est vraiment bombardé par plusieurs nouvelles qui viennent tout juste de sortir, n'est-ce pas? Effectivement, vaut mieux avoir de l'actualité. C'est sûr que là, on est... j'avais hâte qu'on revienne là, un peu plus, puis on apprenait chaque jour à son lot de surprises. Là. Ouais, juste avant, justement, juste aujourd'hui, t'as remarqué, il y a eu pas mal de nouveautés. On va pas s'ennuyer aujourd'hui. Exactement, on va pas s'ennuyer. Beaucoup de sujets à explorer. Je vous conseille de suivre parce que aujourd'hui, on est le 10 juin 2020, puis il y a eu plusieurs choses aujourd'hui même qui ont été annoncées. Donc, on va commencer en premier par l'entrevue qu'a donnée le commissaire de la CANPL, David Klanakan, à Aïssa Rayman dans le Town Hall sur One Soccer, qui a été donné lundi le 8 juin. Il a parlé de plusieurs choses, plusieurs petits détails. Bon, il a fait aussi beaucoup de politique dans ce qu'il a dit, où c'est sûr, il fait attention aux mots qu'il dit, il a beaucoup de responsabilités sur les épaules, c'est sûr. Donc nous, on a un peu décortiqué cette entrevue-là. En premier, il a annoncé que la CANPL devrait revenir avec un format de tournoi, un peu comme ce que la MLS a fait. On va en parler un peu plus tard parce que c'est intéressant pour le soccer canadien. Mais ils veulent revenir avec une sorte de tournoi dans un seul lieu. Donc, il n'y aura pas des matchs à la maison et ainsi de suite. Il y a plusieurs formats qui sont considérés et puis il y a vraiment plusieurs façons de voir cette chose-là. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour toi, Daniel, de voir que la CANPL a finalement décidé d'aller de l'avant avec ce tournoi dans un lieu unique? C'était inévitable dans le sens... Dans les circonstances actuelles, je pense qu'il faut reprendre le plus vite possible et toutes les solutions devaient être étudiées. Je suis content un peu de voir que la position a évolué parce que quand il était venu à notre podcast, il semblait pas être très enthousiaste à jouer à huis clos. Là, comme il l'a dit, il y a peut-être même possibilité que les équipes puissent jouer à la maison. Donc, moi, je pense que c'est important peut-être d'être un peu plus souple dans l'élaboration du calendrier, tout dépendant un peu de l'évolution dans les autres villes, mais aussi la question du voyage. Est-ce que WestJet, qui est un des commanditaires de la Ligue, va être intéressé d'organiser des vols de Halifax à Victoria dans le contexte actuel où le trafic aérien est pas mal diminué? Est-ce qu'il va falloir faire des tests entre chaque déplacement? Donc, c'est toutes des questions qu'il va falloir se poser. Là, il a mentionné justement que la ville de Charlottetown est pas mal intéressée. Moi, tu connais ma position là-dessus. Là. Je pense que ça serait intéressant. Là aussi, savoir est-ce que ce soit à Charlottetown ou ailleurs, est-ce que le public va être autorisé? Est-ce qu'il y aura une partie du public qui va être autorisée? Il y a beaucoup d'inconnus pour le moment. Il nous donne l'information petit à petit. Je pense que chaque jour, on va en apprendre davantage. D'ici le prochain épisode, on va peut-être en avoir un peu plus à se mettre sous la dent. Ouais, je pense que aussi que il a dit comme quoi les discussions avancent vraiment rapidement et il a dit aussi que depuis qu'il a mentionné que il attendait des invitations de la part de villes et de provinces pour continuer pour faire ce tournoi unique. Il était prêt. Dès qu'il a fait cette annonce-là, c'est là que les intérêts ont commencé à sortir. On va parler en premier de la première personne qui a vraiment pris cette notion à la lettre, c'est le maire de Charlottetown,
qui est venu et qui a dit que nous, on est prêts à accueillir la CanPL. Et directement, David Clanahan, quand Asa Raymond lui a posé la question à propos de Charlottetown, est-ce que c'est possible, il lui a demandé, est-ce que c'est possible que ça se déroule là-bas? Il a dit, écoute, on est en discussion avec tout le monde, il n'y a pas encore de décision qui est prise, sauf que c'est sûr que c'est très intéressant. Il faut voir aussi quel est l'intérêt qui peut être généré là-bas. Est-ce que tu penses que ce serait une bonne idée? On en a parlé dans un des podcasts où tu n'étais pas là, malheureusement, Daniel, mais c'était avec Daniel, avec je parle à toi, avec Alex. Alex m'a dit que comme quoi, lui aussi, on était un peu d'accord, comme quoi c'était intéressant d'aller dans un marché un peu vierge qui n'a pas encore d'équipe CanPL pour pouvoir à ce moment-là faire en sorte de tester un peu le marché. Est-ce que tu penses que ce serait une bonne idée d'aller dans un terrain vraiment neutre comme Charlottetown à l'île du Prince-Édouard? Bien sûr, surtout si on a l'intention d'inviter des fans, il faudrait que ce soit en terrain neutre. Si c'est à huis clos, ça change pas grand-chose. Puis, de toute façon, on a posé la question à David Clanahan par rapport à Charlottetown, est-ce que ce serait une opportunité? Puis, comme il a répété que ça dépend ça dépend de plusieurs facteurs, comme là, il y a des critères par rapport j'imagine, notamment démographique, est-ce qu'il y a assez de population dans l'île du Prince-Édouard au complet pour soutenir une équipe, le stade, etc. Donc, c'est sûr qu'il n'a pas voulu trop se prononcer là-dessus parce qu'on ne peut jamais fermer la porte. C'est sûr que si demain, il y a un investisseur qui arrive avec des millions, qui est prêt à agrandir le stade et à ramener une équipe, il ne va pas dire non, mais je ne pense pas que ça serait la ville priorisée. Peut-être que ça serait justement pour ça, pour ne pas avoir à favoriser une ville par rapport à une autre. Ça serait Charlottetown, peut-être un bon candidat par rapport à ça. Mais comme je te disais, c'est une ville que aussi les Canadiens en général n'ont pas vraiment d'animosité. Tu sais, il y a des gens qui n'aiment pas Montréal, il y a des gens qui n'aiment pas Toronto, il y a des gens qui n'aiment pas Vancouver. Mais Charlottetown, il n'y a pas vraiment d'animosité contre cette ville ni contre la province de l'île du Prince-Édouard, là. À moins qu'il y ait des rivalités dans les maritimes que je ne suis pas au courant. Donc, je pense que c'est une bonne ville. Ça attire la sympathie de tout le monde. Et pas mal sûr qu'il y aura des beaux paysages à nous montrer là. Ce serait bien que One Soccer en profite pour peut-être faire des petits reportages là-bas et tout avec les équipes et nous fasse visiter un peu la ville, là. Ouais, en tout cas, moi, je trouve que ce serait une bonne option, en tout cas. Mais bon, bref, il faut voir aussi quelles sont les autres options, parce qu'on peut pas juger une option sans savoir quelles sont les autres villes candidates. Je pense que ça va de soi. Tu vas pas choisir une chose si tu vois pas tout le choix que tu as. C'est possible qu'il y ait une autre ville qui est beaucoup plus attractive de ce point de vue-là. Mais je pense que ce serait intéressant de vraiment tester ce genre de marché. Il y a une question d'un des fans qui a posé cette question-là en disant si jamais c'est choisi, vous choisissez une ville comme Charlottetown où il n'y a pas d'équipe, est-ce que ça veut dire que cette ville-là a une avance par rapport aux expansions dans le futur? Et puis là, David Clanahan a répondu comme quoi c'était pas spécialement ça veut pas vraiment dire ça. C'est sûr qu'ils auront la chance de prouver qu'ils ont cette capacité-là, mais ça veut pas dire, c'est pas 1 + 1 = 2, donc ça veut pas dire que si jamais c'est fait à l'île du Prince-Édouard, que automatiquement il y aurait une expansion dans cette ville-là. Donc j'aimerais juste mentionner ça. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça, toi, Daniel. Effectivement, là, il a pas voulu, il a été diplomate. Exactement. On l'a dit en même temps. Ouais. Donc, c'est le mot, là. Il a été prudent, dans le sens que là, on est dans une situation d'urgence. Il faut faire des choix stratégiques. Je pense que d'un point de vue stratégique, pour l'instant, ça reste une ville intéressante. Et d'un point de vue sanitaire, on n'en parle même pas, là. Donc, je pense qu'on devrait garder l'œil ouvert sur le sujet. Et si on peut y aller, moi, je me ferais un plaisir d'aller visiter l'île du Prince-Édouard. Ouais, moi pareil. Mais moi aussi, je pense que ce serait super intéressant de visiter, en tout cas partout au Canada. Toi, tu as fait beaucoup plus de visites à travers le Canada, moi un peu moins.
Mais oui, ce serait quelque chose de très intéressant. En tout cas, c'est un de mes objectifs cette année. C'était un de mes objectifs cette année de visiter beaucoup plus de places au Canada, surtout suivre un peu plus la CanPL, aller dans des stades. Mais bon, ce sera peut-être pour l'année prochaine de ce point de vue-là. Il y a eu aussi une question par rapport à si jamais il y a une seule place où il y aura des matchs. Est-ce qu'il y aura une certaine expérience pour les fans qui désirent suivre, que ce soit leur équipe, que ce soit de manière télévisuelle, mais aussi que ce soit à l'intérieur de la ville où c'est fait. Il a parlé, bien évidemment, il a vraiment tressé les louanges de One Soccer et de Mediapro en les flattant du bon sens du poil, en disant qu'ils sont extraordinaires, puis c'est sûr qu'ils vont trouver un moyen de faire, de donner une certaine gloire au football canadien. Bref, vraiment, c'était une réponse de diplomate, mais là, vraiment même pas caché du tout là. Donc voilà par rapport à ça. Mais c'était intéressant de voir que les fans sont encore très attentifs à l'évolution de cette situation-là. Et c'est ça que j'aimerais tirer de cette entrevue-là. Il y a eu beaucoup de questions qui sont venues de par les fans. Et j'ai beaucoup aimé le fait que David Flanagan, même s'il répondait, il répondait du mieux qu'il pouvait sans trop dévoiler des choses qu'il pouvait pas dévoiler. Mais par contre, il n'a jamais vraiment dit j'aimerais pas répondre à cette question. Et ça, c'est encourageant de voir un commissaire qui est prêt à vraiment, qui est prêt à la discussion, n'est-ce pas, Daniel? Bien sûr, je dirais actuellement, il est proche des fans et je pense que c'est apprécié. Surtout que comme la Ligue est nouvelle, il y a beaucoup de questionnements. Des fois, il y a des informations qui ne fuitent pas toujours, donc les fans sont parfois un peu inquiets. Donc, ça permet un peu de remettre les pendules à l'heure, ce genre d'activité qui a été organisée par One Soccer. De toute façon, One Soccer, c'est un partenaire via Mediapro là, de la Ligue, donc on n'a pas à se questionner sur leurs intentions. Là, je veux dire, le One Soccer, si la Ligue rayonne, eux, ils rayonnent. Là, donc, ça va de soi. Je trouve qu'ils font un bon travail. Je suis content, comme on en a déjà parlé plusieurs fois, là, c'est bien que ce soit Mediapro qui est quand même une compagnie internationale qui diffuse. Et je pense qu'éventuellement, ça va bénéficier à la Ligue. Là. Oui, effectivement. En tout cas, il a aussi mentionné quelques petites choses et j'ai beaucoup aimé ça. Il a parlé du fait de voir une CanPL féminine. Il a dit comme quoi ça s'appellerait pas spécifiquement CanPL féminine et qui vont être le plus inventif possible et créatif possible parce que on s'entend qu'il y a beaucoup de monde qui aime pas qu'on dise CanPL masculine, CanPL féminine. Non, essaye d'être un peu plus inventif et de trouver un autre nom à la ligue. Parce que sinon, ça fait trop, on vous divise. Donc, ça fait trop de division selon beaucoup de monde maintenant, de nos jours, en 2020. Et je suis complètement d'accord avec ça. Bref, il a dit comme quoi il y a eu des discussions, il y a eu de grosses avancées dans les discussions par rapport à ça, et qu'on est plus loin, qu'on est plus proche aujourd'hui que ce qu'on était il y a quelques mois. Par contre, il a dit, on n'est pas prêt. L'animateur lui a demandé est-ce que tu es prêt à commencer la ligue dès maintenant. Il a dit non, il faut y aller un peu doucement. Il a dit on a fait quand même beaucoup d'efforts en acquérant les droits de la Ligue Ontario féminine, Ligue One Ontario féminine. En nommant la commissaire Carmina Moscato ici, puis il y a eu beaucoup de progrès, mais qu'on n'est pas encore à ce niveau optimum où on peut aller du côté professionnel et professionnaliser une ligue au complet juste avec ce spécimen-là. Je pense que, comme je l'ai dit souvent sur ce podcast-là, je pense qu'il se concentre maintenant pour s'assurer d'avoir les reins solides au côté masculin, au moins peut-être 1 à 3 ans, avant de peut-être penser et éventuellement créer cette ligue féminine-là. Mais ça veut dire que les discussions sont positives, les avancées sont positives, et c'est ça qui est très intéressant. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'intéressant, même si ça va pas arriver demain, mais est-ce que c'est intéressant le fait que ça avance, ce projet-là, Daniel? Ben, je pense que on s'en va vers ça éventuellement. Ça prendra, juste pas que ça prenne trop de temps. De toute façon, on a déjà eu des débats là-dessus. Assez animé là-dessus. Effectivement, je voulais pas en rajouter. Mais oui, je m'inquiète pas là-dessus. Je pense que ça va finir par arriver. Là. Je suis confiant. C'est sûr que là, c'est une question de timing aussi. Là. Genre, est-ce que c'est le bon timing maintenant pour ça?
Peut-être pas, là. Donc, petit à petit, tant que ça reste dans leur plan et qu'ils sont en train de planifier en ce sens, ben, je pense que ça reste positif, là. Et je pense qu'éventuellement, il va falloir, c'est sûr, quand la situation le permettra, il faudra peut-être commencer à prendre des mesures concrètes dans ce sens-là, peut-être organiser des matchs amicaux. Je, je, je pense qu'il y a une multitude de possibilités qui peuvent s'offrir pour travailler en ce sens-là, mais quand ce sera le moment, là. Pour l'instant, concentrons-nous sur reprendre les activités de la Ligue qui gère déjà pour 2020. Exactement. Une autre chose aussi qu'il a dit quand on a parlé un peu des expansions, et il a encore une fois précisé que sa priorité numéro un, c'est une équipe au Québec. Il a mentionné très fortement, il a précisé Montréal et Québec. Je pense que c'est la première fois qu'il précise des villes spécifiques. Donc, il a dit Montréal et la ville de Québec. Comme quoi, bon, ça a l'air que c'est ceux qui sont les plus intéressés. En tout cas, c'est ce que moi j'ai déduit. Mais il a vraiment mentionné ces deux villes-là. Il a dit que c'est sa priorité numéro un et que il peut pas se considérer comme étant une ligue canadienne si jamais il n'y a pas d'équipe au Québec. Après, il a mentionné d'autres marchés comme Toronto. De nouveau, il y a une autre équipe qui pourrait être là. Il a même aussi mentionné aussi que dans les Maritimes, comme quoi il pourrait y avoir une autre équipe. Et la Colombie-Britannique. Pardon. Oui, il avait parlé de Moncton qui a certains ressentiments par rapport au fait qu'Halifax a une équipe et pas eux, malgré qu'ils ont un stade. Mais c'est sûr qu'on aimerait bien avoir une autre équipe dans les Maritimes, que ce soit Moncton ou Saint John Terre-Neuve. Donc, actuellement, je veux dire, je pense que ça pourrait aller dans ce sens. Et je suis confiant qu'éventuellement, que ce soit, comme il a dit, Vancouver, dans la région de Vancouver ou au moins en Colombie-Britannique continentale, Saskatoon. Par contre, je sais, il avait insisté par rapport à Toronto, disant qu'il y a encore de la place pour d'autres équipes. Mais je veux dire, si ce qui s'apprend pour faire avancer un peu le nombre d'équipes dans la Ligue, pourquoi pas. Mais j'ose espérer qu'on va essayer de développer d'autres marchés. Ouais, c'est ça, j'espère. J'espère qu'il y aura une certaine priorité à d'autres endroits qu'encore Toronto. Si jamais ils ont un choix à faire, bon, après, c'est sûr que tout dépend aussi, c'est qui les investisseurs, avec quels moyens ils arrivent, ainsi de suite, je comprends ça. Mais si toute chose égale par ailleurs, ben, j'espère que la priorité sera donnée à de nouveaux marchés, comme tu le dis si bien, Daniel. Il y a aussi une chose qu'il a dit que je trouve qui est très intéressante. On lui a dit comme quoi il y a beaucoup d'émotions et beaucoup d'excitation autour du retour et d'un tournoi comme ça. On le voit ailleurs. Et on lui a demandé, est-ce que ce serait bien peut-être de faire, indépendamment du COVID et du coronavirus, est-ce que c'est bien de faire ce genre d'événement dans tous les cas, dans d'autres villes? Peut-être créer un petit événement de 2-3 jours avec des matchs, ainsi de suite, pour créer cet engouement autour de la Ligue. Et il a dit, écoute, tu es la troisième personne qui me mentionne ça en l'espace de quelques jours. Et quand plusieurs personnes te mentionnent la même chose en l'espace de quelques jours, ce serait con de ne pas écouter. Donc, bref, ce serait peut-être quelque chose de bien. Moi, j'aimerais bien voir, par exemple, pour venir tester un peu le marché, que la CanPL vienne faire, je sais pas, un petit tournoi qu'ils appellent peut-être un tournoi de pré-saison, par exemple, qu'ils viennent de faire ici à Montréal. Ou bien à Québec même, à la ville de Québec, où il y a un petit tournoi entre les 8 équipes qui se jouent les unes contre les autres. Bref, c'est peut-être quelque chose d'intéressant et ça peut vraiment créer de l'engouement autour de ça. Je trouve pas, Daniel, moi j'ai beaucoup aimé cette idée-là. J'y avais pas pensé, pour être sincère, avant. Et puis quand l'animateur a mentionné ça, ben, j'ai dit, ah ouais, tu sais quoi, j'aimerais beaucoup ça. Moi, je serais le premier, si jamais c'est quelque chose dans ma ville ou pas loin, en tout cas à 1 ou 2 ou 3 heures, ben, je ferai le déplacement. J'irai voir ce genre de tournoi-là, n'est-ce pas, Daniel? Toi aussi? Ben, bien sûr, mais je pense que c'est important de trouver peut-être la bonne formule ou peut-être que la finale de la Ligue, comme celle qui est l'année passée en aller-retour, peut-être la faire en terrain neutre dans un marché où il n'y a pas d'équipe. Ça peut être intéressant justement pour aller chercher de l'intérêt dans d'autres villes. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Ligue, elle est en constante évolution, expansion même. Donc, c'est important de découvrir des nouveaux marchés, de chercher des nouveaux marchés même.
Donc, je pense que ça passe par ce genre d'initiative-là. Actuellement, d'ailleurs, il y a même quelqu'un qui avait posé la question sur les territoires, là. Puis ça, on va revenir aussi à une nouvelle qui est arrivée aujourd'hui hier par rapport à ça. Là, il a dit que c'est toujours une question selon leurs critères, est-ce que le marché est intéressant pour avoir une équipe ou pas, là. Donc, je pense qu'il va y avoir des infos qui vont arriver éventuellement. Ça viendra quand ça viendra, mais c'est sûr qu'il y a de l'intérêt pour différentes villes au Canada pour avoir des équipes. Je pense que petit à petit, on va voir, que ce soit, comme tu as dit, par des matchs amicaux ou par peut-être la finale ou par-ci, par-ça. On va voir un peu qui est plus motivé. D'ailleurs, Halifax, avant de lancer une équipe, il avait fait des matchs amicaux avec comme une équipe, une sélection de joueurs locaux. Là, Saskatoon fait la même chose. Donc, je pense que c'est important de tester les marchés. Si ça peut se faire par la Ligue, c'est encore mieux. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, on verra. Je pense que c'était tout par rapport à l'entrevue de Clanahan. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Oui, ben, il avait parlé justement de l'Atlético Ottawa et on lui a encore posé pour la 50e fois la question de savoir si il est ouvert à d'autres à d'autres marchés, à d'autres clubs étrangers qui viendraient dans la Ligue. Et là, j'ai une question par rapport à toi, par rapport à ça à te poser, mon cher Hedy. Ouh, j'aime ça, les questions surprises. Oui, donc si dans l'éventualité où il y aurait d'autres partenaires étrangers qui seraient intéressés à rentrer dans la Ligue, est-ce que tu penses que ça serait mieux, parce que comme par exemple Atlético Ottawa, je sais que la Ligue avait indiqué que quand ils ont communiqué avec le club, ils ont fait part de différents marchés qui seraient intéressants au Canada. Quand Ottawa était libre, ben, ils leur ont proposé Ottawa parce que c'était quand même, c'est la capitale, c'est un club de la capitale de l'Espagne, puis ils ont pris la capitale du Canada. Là, je me demande, dans l'éventualité où il y a des clubs intéressés que la Ligue veut peut-être essayer de teinter un peu leur choix, est-ce que tu penses que ça serait mieux de choisir des marchés où il y a moins de partenaires actuellement qui sont intéressés comme Moncton, ou peut-être des grandes villes comme Vancouver, Montréal, Toronto, ça permettrait de susciter l'intérêt pour ce genre de villes-là pour les fans? Ben écoute, ça dépend aussi du projet du club, pas juste de la Ligue, mais aussi du club. Il a très bien dit, David Clanahan, comme quoi il faut que les ambitions du club qui veut investir soient alignées avec les ambitions de la Ligue. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il y a deux personnes. On dit en anglais, it takes two to tango. Donc, en d'autres termes, il faut deux personnes pour danser. Et c'est ça qu'il veut dire, c'est que, en premier, il faut que le club il faut que le club ait cette stratégie-là de signer, de créer un club. Il faut qu'il veuille créer un club dans une ville quelconque. Donc, si par exemple son but c'est de faire de l'argent et c'est de promouvoir sa marque à l'étranger, ben, c'est quelque chose. Alors à ce moment-là, il faudra qu'il choisisse un grand marché. Mais si c'est juste faire en sorte de dénicher du talent dans une région qui est encore vierge, où il pourrait trouver du talent sans que ce soit vraiment quelque chose, un marché très important, mais vraiment essayer de trouver la pépite dans ces régions-là, à ce moment-là, ce serait autre chose. Donc, ça dépend aussi du club où il veut investir. C'est pas juste une question de ce que la Ligue veut. Donc, par exemple, je vais te donner un meilleur exemple, OK? Atlético Ottawa, ben, ils ont ouvert à la capitale nationale. On s'entend qu'il y a un marché. Le marché est important. Donc, il y a aussi, en plus d'être dans un marché vierge qui est le marché canadien, qui est quand même assez vierge par rapport à ce qui se passe en Europe, ben, c'est déjà important. Mais en plus, ils ont trouvé un marché niche où il y a beaucoup de monde. Ben, un autre club, peut-être qu'il va vouloir être beaucoup plus modeste. Disons que, moi, je vais dire l'Ajax Amsterdam. Okay? On va donner juste un club comme ça. L'Ajax Amsterdam, si jamais ils vont venir ouvrir un club, même si c'est pas trop le style de la maison de ce point de vue-là, mais si jamais ils vont venir ouvrir un club en Canadian Premier League,
Ils ont un club en Afrique du Sud. Oui, un partenariat. Ils sont pas propriétaires. Avec le même logo et le même nom, là. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est, voilà, tu viens juste de le mentionner. C'est magnifique ce que tu viens de dire. Tu as dit en Afrique du Sud. C'est la même chose. Tu vas venir ici au Canada. Est-ce que tu penses vraiment qu'ils vont être intéressés par avoir un troisième club à Toronto? Ou est-ce qu'ils vont préférer aller dans un endroit qui est beaucoup moins, où ils ont beaucoup plus de la chance de se développer, comme Moncton, comme en Colombie-Britannique, assez loin de Pacifique, ou ce genre de choses-là. Moi, je pense que c'est plus le choix de la maison d'aller dans un endroit qui n'est pas encore développé, que se créer une pression, une forte pression avec des clubs rivaux très très proches pour se disputer les mêmes joueurs. Ils veulent avoir cette largesse. Donc bref, ça va dépendre aussi du club, mais je pense qu'il y a les deux genres de clubs en Europe. Il y a ces clubs-là qui veulent avoir cette rivalité, qui veulent faire grandir la marque en tant que marque, donc ils veulent avoir beaucoup de monde qui viennent et créer cette rivalité et ainsi de suite. Et il y en a d'autres qui veulent venir et qui veulent faire le petit bout de chemin en essayant de trouver, ah oui, là j'ai trouvé une pépite, ah là c'est vraiment cool. Et tu sais, juste être beaucoup plus discret sans mettre des gros moyens. Donc ça dépend aussi de la stratégie du club pour répondre à ta question. Intéressant. Moi, je suis un peu mitigé sur le sujet. Donc, j'ai hâte de voir un peu, parce que je sais que comme la Ligue pour l'Atlético Madrid, ils avaient proposé différents marchés. Ils leur ont même proposé Toronto. Ils ont dit qu'ils leur ont parlé de Toronto, Montréal, Saskatoon. Je crois qu'ils leur ont même parlé des Maritimes puis de la région de Vancouver. Donc, ça dépend, comme tu as dit, un peu de la stratégie. Est-ce qu'on veut attaquer des grosses villes, mais en même temps rentrer en concurrence avec un marché où il y a déjà des clubs établis? Ou est-ce qu'on veut être plus discret et avoir un peu le monopole sur un marché vierge, comme tu l'as dit? Là, tu sais, Moncton, il n'y a pas de, à moins que je me trompe, il n'y a pas de club professionnel l'été, du moins. Saskatoon, la même chose. Donc, ça peut être des marchés qui un club européen ou étranger même d'un autre continent pourrait venir et avoir rapidement une certaine notoriété et tout dépendant quels sont leurs objectifs hors soccer. Là, parce qu'on s'entend que ce genre de stratégie est souvent accompagné d'une volonté d'être actif sur d'autres aspects, là, notamment côté marketing et tout. Là. C'est pas juste sur le terrain que ça se joue. Là. Ouais, donc, exactement. C'est intéressant. Moi, honnêtement, j'aimerais bien qu'il y en ait d'autres, mais une partie de moi aussi qui peut-être qui aimerait que on implique peut-être davantage des partenaires locaux. Que c'est un peu difficile parce que je veux pas que ça devienne juste une ligue de clubs satellites. C'est un peu mitigé parce qu'on veut que la Ligue grandisse le plus rapidement possible. Mais en même temps, on veut qu'il y ait une certaine identité locale. Ben oui, est-ce que tu as envie d'avoir une rivalité entre l'Atlético Madrid et l'Olympique Lyonnais ici au Canada? Non, je m'en fous. Moi, je veux avoir une identité canadienne, donc je suis complètement d'accord avec toi. Excuse-moi, je t'ai interrompu, mais pour moi, c'est très important de placer ça ici. Mais oui, je suis complètement d'accord avec toi. Je veux avoir des investisseurs canadiens, je veux avoir des clubs avec une identité canadienne et non pas des clubs avec une identité moitié canadienne, moitié espagnole, même si ça fait du bien. Mais avoir juste ça, ou avoir 3 ou 4 ou 5 clubs dans la ligue, ça m'intéresse pas trop pour être sincère. Oui, c'est pour ça que c'est à se questionner là. Est-ce que peut-être que, comme de toute façon, David Callahan a toujours été très clair là-dessus, pas question de prendre n'importe qui comme partenaire. La Ligue a l'ambition de choisir des partenaires qui cadrent davantage dans leur vision. Donc, est-ce que ça va être... L'Atlético Madrid semblait aller là-dedans. D'ailleurs, on a pu constater que les étrangers qui ont été signés pour l'instant... c'est pas des prêts de l'Atlético Madrid et de l'Atlético San Luis, là. C'est un peu diversifié. Donc, c'est juste là, le staff est pas mal hispanophone. Donc, même l'entraîneur qui a dit, je suis pas prêt à apprendre l'anglais. Donc,
Ça, par exemple, ça me décourage un peu de voir un entraîneur qui dit bah, je suis pas prêt à faire des entrevues en anglais maintenant et pas dans le futur proche. Donc, en d'autres termes, je sais pas, moi je l'ai pas bien pris. Après, peut-être qu'il a voulu dire bah, c'est juste pas maintenant, donnez-moi le temps. Mais la façon dont ça a été dit, moi j'ai senti que genre, fichez-moi la paix avec ça. Moi c'est comme ça que je l'ai pris. Après, bon, peut-être que j'ai tort, mais j'ai pas trop aimé cette réponse de Mista. Oui, ben c'est un exemple, mais au moins ils ont rentré un partenaire local qui est Jeff Hunt, qui est Ouais. donc qui est qui vient pas d'Ottawa, là, mais au moins c'est un Canadien qui a déjà été impliqué dans la scène sportive à Ottawa. Donc c'est déjà un atout considérable. Après ça, pour les autres, peut-être que justement l'exemple de Atletico Ottawa, ça peut, si la Ligue veut inclure d'autres partenaires étrangers, ça peut être un exemple à suivre sur certains points et à ne pas suivre sur d'autres. Je pense que ça peut être intéressant si si c'est le seul moyen d'avoir des expansions dans les prochaines années, ben je dis pourquoi pas là, parce qu'on va pas non plus attendre 10 ans avant de passer de 7 à 10, là, supposons. Donc, je pense que pour l'instant, ça peut être utilisé, mais avec modération et de préférence avec des partenariats. En tout cas, on verra par rapport à ce sujet d'expansion. J'ai hâte de voir la suite. C'est sûr, en premier, j'ai hâte de voir une saison 2020. Il y a eu une chose qui est un peu passée sous le radar. Bref, qui vient juste de sortir aujourd'hui. On n'a pas l'habitude sur CSL Érable de parler de la MLS et on va pas parler de la MLS. Par contre, on va parler d'une seule partie de ce qui s'est passé qui est très intéressante pour le soccer canadien. La MLS, donc, comme vous savez, ils ont annoncé leur tournoi dans un lieu unique à Orlando qui va se dérouler et ils ont mentionné quelque chose, c'est que le gagnant de ce tournoi-là, qu'il soit américain ou canadien, il va se qualifier directement pour la Ligue des Champions 2021. Ce qui est très intéressant et ce qui importe beaucoup plus CSA l'érable, c'est que si un club canadien vient s'imposer lors de ce tournoi de la MLS, il sera qualifié en Ligue des Champions 2021. En date d'aujourd'hui, le championnat canadien n'est pas suspendu, mais même s'il est suspendu, la CONCACAF a affirmé que ça ne changera rien au Canada. Le Canada a aussi une place qualificative qui lui est réservée, qui n'a rien à voir avec le vainqueur de ce tournoi de la MLS. Donc, il y aurait 2 places à ce moment-là, en plus d'avoir le gagnant de la CONCACAF League qui peut se qualifier en Ligue des Champions 2021. Donc, c'est Forge FC qui sera l'équipe qui va représenter le Canada lors de la prochaine CONCACAF League, si elle a lieu en 2020. Ben, si jamais ils remportent la compétition, ben, ils seront qualifiés en Ligue des Champions. Donc, il y a une possibilité d'avoir 3 équipes canadiennes en Ligue des Champions 2021. C'est sûr, c'est très difficile. Il faudrait que l'Impact Toronto, Vancouver gagne le championnat de la MLS. Il faudrait que une équipe autre que ces 3-là gagne le championnat canadien ou si jamais il n'y a pas de champion canadien, soit choisi par Canada Soccer pour représenter le Canada dans la place qualificative qu'ils ont. Et il faudrait que Forge FC s'impose lors de la CONCACAF League si elle a lieu. C'est quand même intéressant de voir que le Canada est quand même pris au sérieux. Mais ce que j'ai le plus aimé par rapport à tout ça, c'est qu'il y a eu des discussions, je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, mais il y a eu des discussions positives entre la CONCACAF, la Fédération américaine de soccer et la Fédération canadienne de soccer, ensemble, qui sont arrivés à un consensus pour donner cette option pour un club canadien de MLS de se qualifier à partir de ce tournoi-là. Et je trouve ça très positif. Ça veut dire que peut-être qu'à ce moment-là, les clubs canadiens dans la MLS ont mis une condition en disant pourquoi moi j'irai à ce tournoi-là si je peux pas me qualifier en Ligue des Champions. Ça m'intéresse pas. Donc il y a dû y avoir ce genre d'opposition de la part des clubs canadiens de la KNPL. Et puis c'est vraiment bénéfique pour nous, supporters du soccer canadien, parce que ça nous donne 3 chances d'avoir 3 équipes différentes en Ligue des Champions 2021. T'en penses quoi, toi, Daniel? C'est quand même excitant, non? Oui, bien sûr. Après, c'est des chances théoriques pour l'instant, mais oui, Oui. je trouve que c'est bien que ce concours de circonstances soit arrivé. Puis c'était un peu normal que les clubs canadiens en MLS puissent se qualifier, là, comme l'exemple gallois, par exemple. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on fasse des parallèles avec l'Europe, là, mais pour l'instant, c'est le seul parallèle qu'on puisse faire dans ce genre de situation. Donc,
Je pense que dans les circonstances actuelles, c'était normal. C'est sûr que j'espère qu'un jour, les clubs canadiens, le championnat de CanPL va se qualifier directement en Ligue des champions. Ce serait tout à fait naturel. Dans les prochaines années, je pense qu'il va falloir... de toute façon, Victor Montagliani en a parlé, là. C'est à suivre dans les prochaines années. Il va falloir suivre que ça se fasse, là, je pense. Ouais, en tout cas, on verra. C'est très excitant, moi, je trouve. J'aime beaucoup ça. Ça, c'est par rapport à ce qui s'est passé en MLS. Je trouve que c'est très intéressant. Et avant d'attaquer nos deux équipes nationales, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions par rapport à l'équipe nationale, je sais que tu voulais nous mentionner quelque chose par rapport à Whitehorse, n'est-ce pas, Daniel? Effectivement, bien, il y a eu une annonce hier qu'il y aura un club qui s'appelle Yukon Select, qui est une sélection des meilleurs joueurs du Yukon, qui va jouer dans la ligue UPSL, qui est comme la 5e division américaine, dans une division Alaska, là, parce que géographiquement, Whitehorse est à côté de l'Alaska. Donc, je sais pas trop quoi en penser, là. D'ailleurs, David Canahan, on en a parlé de ces genres de marchés-là. Le Whitehorse est très éloigné géographiquement de pas mal de villes au Canada. Si c'est le seul moyen pour eux de jouer à un soccer, même amateur, de niveau respectable, ben pourquoi pas, là. Vous savez que j'aime pas trop le fait que des clubs canadiens jouent dans des ligues américaines, mais dans ce cas-ci, je pense qu'on n'a pas vraiment le choix. Puis peut-être qu'éventuellement, un jour, on pourront jouer en D2 canadienne, peut-être même D3, si possibilité, là, qu'on les incorpore avec une autre province, là. Je leur souhaite bonne chance dans ces démarches, là, si la Ligue va reprendre et tout. Puis, c'est une première, là, je pense pas qu'il y ait déjà eu un club à Whitehorse qui ait joué dans une ligue nord-américaine. Je pense que faut une première atout, pourquoi pas, là, dans les circonstances. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est intéressant. Bon, après, je suis pas très fan d'un club canadien qui rejoint une ligue américaine maintenant que on commence à faire du sens avec la Canadian Premier League. Puis je sais que Canada Soccer, et on va le savoir dans les prochaines semaines, prochains mois, est en train de mettre en place une nouvelle pyramide du soccer canadien. On en parlera une fois que ce sera un peu plus officiel. Donc moi, en sachant qu'on est en plein développement du côté du soccer, ben j'aime pas trop voir ça de nouveau, voir un club rejoindre une ligue américaine. Surtout que de ce que j'ai lu, il y a des possibilités que Yukon Select FC soit même intégré à la US Open Cup. Et ce que je trouve un peu bizarre, parce qu'on sait que la US Open Cup, qui est la coupe du côté américain, ben d'habitude, n'a que des clubs américains. Même les clubs de la MLS sont pas là-dedans. Les clubs canadiens de la MLS sont pas là-dedans. Mais pour eux, vu qu'ils joueront en UPSL, ils seront à ce moment-là éligibles pour la US Open Cup, mais ils pourront pas passer un certain stade de la compétition. Donc, je pense qu'ils seront dans les premiers rounds, puis après, ils s'arrêteront. Je suis pas trop convaincu par rapport à ça. Effectivement, mais l'affaire qu'ils s'arrêteront, ça, j'ai pas trop compris, effectivement. C'est parce que peut-être je sais que les équipes du UPSL rentrent probablement très tôt dans la compétition pour faire les tours préliminaires. Là, actuellement, je veux dire, qu'est-ce qui pourrait se passer avec un club, comme une hypothétique participation d'un club de Yukon Select? Je veux dire, statistiquement, ils ont peu de chances de se rendre très loin, mais c'est quand même bizarre, effectivement, parce qu'il y a eu quand même des clubs canadiens dans pas mal de divisions américaines, puis on n'a jamais vu ça. Pourquoi cette fois-ci, il y en aurait un qui aurait le droit de participer? Je trouve ça un peu bizarre, mais bon. En tout cas, toute cette annonce, je la trouve bizarre, moi, pour te dire très franchement, Daniel. Là, je la trouve très bizarre, toute cette annonce, considérant ce qu'on essaie de faire ici au Canada. Je trouve ça assez bizarre. Mais bon, après, comme tu l'as dit, c'est quand même un environnement un peu spécial, le fait que ce soit loin et ainsi de suite. Je peux comprendre, mais bon, bref. En tout cas, on va voir comment ça va se développer au fur et à mesure. On va finalement ouvrir les débats sur les deux équipes nationales. On va parler de l'annonce qui a choqué le monde du soccer canadien un peu plus tard.
On va revenir là-dessus du côté de la sélection féminine. Mais commençons en premier par la sélection. Ah, tu sais quoi, non, on va commencer par la féminine pour l'instant. Donc aujourd'hui même, il y a quelques minutes à peine, une annonce de Canada Soccer qui fait surface, comme quoi Kenneth Heiner-Moller va quitter ses fonctions d'entraîneur-chef de l'équipe nationale féminine au mois d'août 2020, donc très bientôt. Il dit il assurera ses fonctions d'ici là. Il retourne au Danemark dans un poste d'entraîneur entraîneur des entraîneurs de l'équipe nationale. Quelque chose comme ça. Donc, c'est lui qui va s'occuper de la formation des entraîneurs de l'équipe nationale. Bon, après, on l'a dit, j'ai participé au webinaire fait par Canada Soccer avec Kenneth Heiner-Moller, puis on le voyait déjà quand on lui a dit ça a dû être difficile de venir au Canada. Il a dit ouais, c'était assez tough pour les enfants, pour ma famille, même si j'ai été super bien accueilli. Mais il a répété plusieurs fois comme que c'était compliqué pour lui d'être venu au Canada, même si c'est super adapté maintenant, puis c'était magnifique parce que dans le temps c'était pas officiel, mais se voyait que c'était un gros challenge pour lui. Puis là, il quitte. Et je pense que je vais étonner personne en disant que moi, je suis très, 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 très content parce que je trouve qu'il n'était pas assez compétent à son poste. Je l'ai dit plusieurs fois, je me cache pas la face. Je reste fidèle à ce que je pense. Puis j'ai hâte de voir qui va prendre sa place, mais c'est quand même un gros choc parce qu'on s'y attendait pas. Si tu y penses maintenant, Kenneth Heiner-Moller serait en pleine préparation pour les Jeux Olympiques au cas où il n'y avait pas eu le coronavirus. Donc, est-ce que il y a quelque chose qui a changé depuis? Est-ce qu'il y a eu un problème avec certains décideurs de Canada Soccer? Est-ce que on ne sait pas ce qui s'est passé? Mais moi, je pense que dans tous les cas, c'est une très bonne nouvelle pour l'équipe nationale féminine. Je ne sais pas si tu as un avis par rapport à ça, toi, Daniel. Je pense que ça va amener du sang neuf, là, mais peut-être c'est effectivement le fait que les Jeux olympiques n'auront pas lieu cette année, le contexte mondial aussi. Là, je pense qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cette décision. Si c'est pour des raisons personnelles, on lui souhaite le meilleur. Si c'est pour des raisons professionnelles également. Donc, je veux dire, actuellement, il n'y a plus grand-chose dans le contexte actuel, ce genre de décision tout à fait justifiable. J'ai pas aucun problème avec ça. Puis j'espère que ça va amener du sang neuf et qu'on pourra avoir un peu plus de jeunes joueuses dans l'équipe nationale féminine. Parce tu veux dire un peu plus d'espoir, hein? Parce que là, l'espoir était un peu perdu avec Heiner-Moller, en tout cas, de mon point de vue à moi. Mais bon. C'est un petit commentaire, mais oui, je vois tout à fait ce qui va en venir. Dans tous les cas, on lui souhaite bonne chance. Ouais, c'est sûr, on lui souhaite bonne chance pour tout, mais loin d'ici. Bref, ça c'est mon point de vue à moi, je pense que je ne l'ai jamais caché. Et je pense que ce serait tout maintenant par rapport à cette nouvelle-là. J'aimais juste réagir à chaud par rapport à ça. Ça a l'air que c'était une décision aussi volontaire, parce que d'après, c'est pas un renvoi, donc c'est pas Canada Soccer qui a décidé qu'il faisait plus l'affaire. Au contraire, ça a l'air que Heiner-Moller a dit que c'était une décision très difficile pour lui de faire le saut, mais il l'a quand même fait parce que il va relever d'autres challenges, ainsi de suite, puis qu'il a adoré l'expérience ici. Bref, blablabla, en disant je vous aime, mais pas autant. Je vous aime, mais pas autant, puis je m'en vais parce que je veux retourner chez moi. Et c'est correct. On lui souhaite bonne chance. Et voilà, il est temps qu'on passe à autre chose parce que sous sa gouverne, je pense qu'il n'a pas eu le temps de mettre sa patte. On n'a pas vu de changement. C'est comme s'il continuait la vision de Herdman, mais de la mauvaise façon. J'ai pas senti un changement entre Herdman et Heiner-Moller. Herdman est venu, il a mis en place tout son noyau, il a mis en place tout ce qu'il fallait mettre en place pour qu'il ait du succès. Puis, si Herdman aurait été encore là, je pense qu'il aurait déjà amorcé un nouveau cycle, ce que Heiner-Moller n'a pas fait. Donc bref, on verra. Ça, c'est mon avis à moi. C'est pas l'avis de tout le monde. On verra ce qui va se passer. Mais en tout cas, l'équipe nationale féminine va devoir s'habituer à un nouveau coach. J'espère que ce sera un coach qui va pas venir un peu de nulle part, qui aura un certain savoir-faire sur comment créer presque un nouveau programme national, parce que
il y a plein de choses qu'il y a à arranger du côté du soccer féminin au Canada. On sait qu'il y a plein de petits problèmes à droite et à gauche et qui doivent être adressés. Il faut créer une nouvelle façon de suivre ces joueuses, parce qu'il y a plusieurs joueuses qui sont pas assez suivies selon moi. Bref, il y a tout un travail à faire qui est énorme, et j'espère qu'on va engager quelqu'un, Canada Soccer va engager quelqu'un qui a ce savoir-faire sur la façon de vraiment redévelopper un nouveau programme de soccer qui est le programme féminin. Donc voilà mon point de vue par rapport à tout ça. On passe finalement à la sélection masculine. Ce n'est pas encore officiel de la part de la CONCACAF. Par contre, ça a été repris par plusieurs sources à travers toute l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et les Caraïbes. Plusieurs sources différentes qui confirment exactement la même chose. Sur le tournoi qualificatif qui devrait se jouer pour la Coupe du Monde 2022 dans la région CONCACAF. Il y a beaucoup de changements qui vont se passer. On savait que l'ancien format, le format avant la COVID, faisait en sorte que les 6 premières nations du classement FIFA se qualifieraient pour le HEX, avec 3 nations qui se qualifieraient directement à la Coupe du Monde et la dernière nation qui jouerait contre le gagnant d'un tournoi organisé entre toutes les autres nations de la Ligue CONCACAF, de la région CONCACAF. Et cette 4e place sera attribuée entre le vainqueur de la 4e position du HEX et celui qui a gagné le tournoi qualificatif des autres pays. Il y aurait à ce moment-là 4 équipes de la CONCACAF qui seraient qualifiées, 4 équipes nationales. Mais là, ça a changé. Il y a un nouveau tournoi où il y aurait à ce moment-là 4 groupes de 3 équipes. Donc, on aurait à ce moment-là 12 équipes qui se disputeront les 4 places qualificatives. 3 groupes de 4. Oh non, 4 groupes de 3 3 groupes de 4. 3 groupes de 4. 3 groupes de 4, ouais, c'est ça, excuse-moi. C'est ça, 3 groupes de 4. Avec la première équipe de chaque groupe, ils auront un tournoi entre elles. La première équipe de chaque groupe se qualifierait pour la Coupe du Monde directement. La meilleure deuxième équipe jouerait contre le vainqueur de toutes les équipes restantes, donc en dessous de la 12e place, qui jouera un tournoi entre elles, puis le gagnant jouera contre cette 4e équipe-là pour s'attribuer une place en Ligue des Champions, en Coupe du Monde 2022. Je sais pas si c'est assez clair ou si tu veux l'expliquer un peu différemment de ton côté, Daniel, mais je pense que je fais du sens. Qu'est-ce que tu en penses de ce nouveau format-là? Tu peux comparer l'ancien format et le nouveau format, c'est ça qui est le plus important, et nous donner ton avis. C'est sûr que selon moi, ça aide le Canada parce que le Canada était loin de la 6e place. Ils sont présentement 7e du classement FIFA de la région CONCACAF. Moi, personnellement, je suis pour que les qualifications fassent participer le plus d'équipes possible. Là, dans le contexte actuel, je pense que ça peut être intéressant là, d'avoir ce genre de format. Ça ressemble un peu à ce qui se faisait avant, d'ailleurs. Donc, pour l'instant, je dis go for it. C'est sûr que c'est pas le meilleur format puisque c'est quand même limité 12 équipes seulement dans la course, mais c'est déjà mieux que le format avec le X qui tout le monde s'affrontait 2 fois puis que je trouvais que c'était absurde. Là. Moi, je trouve que c'est déjà mieux, mais ça aurait pu être mieux. Moi, je trouve que le format comme il était fait avant, c'était du n'importe quoi. En fait, c'est aussi simple que ça. Le format qui était mis en place et qui qualifiait juste les 6 premières équipes au HEX, donc c'était le Mexique, les États-Unis, Costa Rica, Jamaïque, Honduras et El Salvador, qui passaient au HEX, avec les autres équipes qui se disputaient tous un tournoi. Le vainqueur de ce tournoi-là jouerait contre la 4e l'équipe qui est en 4e place du X pour la 4e place qualificative pour la Coupe du Monde. Je trouve ça un peu ridicule parce que on sait que le classement FIFA, c'est un classement qui est fait sur les matchs sur plusieurs années. Donc, ce ne serait pas vraiment les meilleures équipes en date d'aujourd'hui qui se qualifieraient qui auraient une plus grande chance de se qualifier pour la Coupe du Monde. Et je trouve que ça aurait été injuste parce que si tu regardes maintenant
des équipes comme, par exemple, je ne veux pas parler du Canada, même si je parle principalement du Canada, mais si tu regardes des équipes comme Curaçao, qui a eu une excellente Gold Cup, Haïti, qui a eu une excellente Gold Cup, qui font partie de ce tournoi, qui feront pas partie du Hex, et des équipes comme le Salvador, qui n'a rien foutu depuis assez longtemps sur la scène internationale, se retrouvent dans le Hex. Ben, je trouve ça un peu ridicule parce que le Salvador, malgré le fait qu'ils ont eu de bons résultats dans le passé, en date d'aujourd'hui, n'ont pas vraiment cette dans un format équitable, n'aurait pas un peu cette chance de faire partie du Hex. Tandis que maintenant, on se retrouve avec toutes les équipes que j'ai nommées. Donc, on aurait à ce moment-là les 12 équipes. Je vais juste les nommer parce que je pense que c'est intéressant de voir exactement comment il diviserait ça. Donc, en fait, il y aura trois chapeaux. Le premier chapeau, ce serait à ce moment-là les têtes de série. Ce serait le Mexique, les États-Unis et le Costa Rica. Donc, ce serait ce qui est assez logique selon moi. Le deuxième chapeau, ce serait la Jamaïque, le Honduras et le Salvador. Le troisième chapeau, ce serait le Canada, Curaçao et le Panama. Et le quatrième chapeau, ce serait Haïti, Trinidad et Tobago et Antigua et Barbuda. Donc là, on aurait un format beaucoup plus logique. On n'aurait aucune nation, selon moi, qui a une certaine aura dans la région qui serait vraiment mise de côté et qui n'aurait pas de chance de se qualifier. Et les autres nations auront quand même la chance de se qualifier, les autres petites nations, donc après la 12e place, donc arriver à la 13e, ces équipes-là, elles auront la chance de se qualifier parce que le gagnant entre toutes ces équipes-là, ils auraient la chance de jouer contre le meilleur deuxième des groupes pour avoir une chance pour se qualifier en Coupe du Monde. Donc bref, moi je trouve ce format beaucoup plus logique. C'est pas parfait, en fait, très sincèrement, Daniel, je pense qu'il n'y a pas de format parfait, à part si tu mets toutes les équipes, puis tu fais un peu comme ce qui se fait en Europe ou en Amérique latine, en Amérique du Sud, pardon, et ainsi de suite. À ce moment-là, ça fait beaucoup plus de sens, mais je pense que les fédérations en CONCACAF n'ont pas les moyens qu'ont les moyens des autres pays pour payer tous ces déplacements à longueur d'année sur une période de 4 ans. Donc, je pense que c'est plus pour ça qu'il y a un format un peu différent. Donc voilà, on verra ce qui va se passer. Moi, je préfère ça. Je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus. Non, je pense qu'on a parlé de pas mal de sujets. De toute façon, comme le dit Montagliani avec la prochaine Coupe du Monde qui va être dans la zone CONCACAF, ce format-ci est vraiment plutôt est temporaire. Là. Donc, on n'a pas vraiment à s'en faire avec ça. Ça va pas être tout le temps le cas, mais je souhaite qu'on va pouvoir avoir des bons résultats puis avoir une confirmation bientôt, mais ça sera un peu difficile parce que ça dépend un peu de l'état de chaque pays, la situation sanitaire actuelle. Donc, à suivre. Ouais, à suivre, exactement. On verra. Bon, après, c'est possible qu'ils fassent ça aussi sur un terrain neutre. Hein. Je verrais pas pourquoi ce serait pas possible. Hein. Ils peuvent faire tout ce tournoi-là sur un terrain neutre une fois que toutes les ligues soient terminées. Je pense aussi que ce serait un système à prévoir. Bref, en tout cas, on verra ce qui va se passer. Mais ça a l'air que moi, j'aime bien ce tournoi. Je trouve qu'il tient la route. Écoutez, je pense que ça va être tout pour ce. Non, il y a une info qui est très importante qu'on n'a pas eu l'occasion de communiquer depuis le dernier podcast. Oui, vas-y. Eh bien, il y a évidemment, c'est la signature de Telfer qui retourne à York 9. Oui, c'est sûr. C'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné. Tu as complètement raison. Oui, Telfer qui fait son retour à York 9, c'est une excellente nouvelle, je trouve. C'est vraiment une excellente nouvelle parce que c'est un joueur qui a tellement bien performé l'année passée et qui était une des stars un peu de cette ligue-là. Et quand il a quitté, moi, j'étais un peu déçu parce que je me dis, c'est le genre de joueur que j'aurais aimé que la ligue construise autour de ce joueur-là. Et se construisent autour de ce joueur-là. Et puis j'ai trouvé que c'était une opportunité manquée. Puis finalement, écoute, il retourne. Tu peux nous parler un peu de comment ça s'est passé, Daniel? Est-ce qu'on sait comment ça s'est passé? Parce qu'il n'avait pas signé ailleurs? Oui, je vais me mettre un peu en contexte. C'est que Telfer, il ne faut pas oublier, Telfer avait été prêté par le Toronto FC. Il était le premier joueur à
a marqué un but en CanPL, le match inaugural contre Forge FC. Il a été le premier joueur également à avoir marqué contre un club de MLS, contre l'Impact de Montréal. Ouais. Et là, à la fin de la saison, il n'a pas été conservé par le Toronto FC. Parce qu'ils lui ont dit, en fait, il y avait la possibilité de le garder, mais ils lui ont pas assuré du temps de jeu, puis ils sont partis à l'amiable. Donc là, lui, selon Angus McNabb, c'est qu'il avait l'ambition de jouer en Europe. Donc, il a signé à Chypre. Comme, moi, j'ai du respect pour toutes les divisions du monde. Là. Pour lui, c'est important de jouer en Europe. Donc, peu importe où en Europe. Il a joué quelques matchs. Après ça, il y a eu la situation planétaire que tout le monde connaît. Et il paraît que Chypre a été durement touché. Donc, si je ne me trompe pas, il avait résilié à l'amiable. Et il est revenu. Et quelque chose de très important qu'Angus McNabb a mentionné, c'est qu'il a pu signer parce que Estevez est parti. Ça a laissé un peu de place dans le plafond salarial. Et également, ça a permis d'avoir de l'argent aussi pour le faire venir. Là. Donc, payer son salaire. Donc, actuellement, c'est ce qui a été annoncé. Il n'a pas voulu trop donner de détails sur la durée du contrat, mais il a dit qu'il pourrait rester longtemps, que le contrat il pourrait être intéressant et tout. Il ne veut pas donner du tout de détails par rapport à ça. Donc, de toute façon, pour cette année, ça serait une bonne nouvelle. Pour les années à venir, on verra. Mais comme tu as dit, c'est sûr que ça aurait été bien qu'il reste, mais comme il était prêté par un club de MLS, c'était sûr qu'au niveau salaire, c'était impossible de rivaliser. Donc, lui, et je pense que comme tout le monde, il a voulu avoir sa chance en Europe. Il pourra dire plus tard qu'il a joué en Europe. Donc, à ce niveau-là, c'est fait. Puis là, actuellement, avec cette recrue, le York Nine devient un candidat au titre assumé. Là. Oui, exactement. Ben, c'est sûr que c'est un pays, j'aimerais juste préciser, oui, c'est un pays, Chypre, qui a été un peu affecté par le coronavirus. Avec, c'est sûr, c'est une petite île d'à peu près 1 million, un peu plus qu'1 million d'habitants, donc c'est pas énorme. Puis il y a eu quand même à peu près pas loin de 1000 cas, donc c'est quand même beaucoup sur une population de 1 million. Donc c'est possible que ce soit effectivement à cause de ça. Mais oui, je pense que c'est une bonne nouvelle pour la CanPL et puis surtout pour lui, Ryan Telfer, parce que c'est sûr qu'en restant ici en première division canadienne, il va avoir de la visibilité. À Chypre, je dis pas que c'est un mauvais championnat, au contraire, il y a quand même de très très bonnes équipes à Chypre. Hein. Je veux pas non plus ignorer la première division chypriote où on a vu plusieurs équipes quand même performer, que ce soit en Ligue des Champions européenne ou même en Europa League, en Europa League européenne. Mais je pense que c'est le bon choix pour un joueur qui n'est plus non plus... C'est pas comme s'il avait 20 ans comme Estevez ou comme Borges, ou qui est très jeune, qui a le temps de se faire montrer pendant une saison ou deux avant de signer dans un club beaucoup plus relevé. Il a quand même 26 ans, Telfer. Donc, je vois mal un gros club d'une grosse ligue signer un joueur de 26 ans qui joue à Chypre. Je vois très très mal ce move-là. Donc, il aura plus de chances ici de jouer déjà en tant que joueur domestique. Déjà, il a une certaine réputation grâce à sa première saison en CanPL. Donc, je pense que c'est vraiment bénéfique pour lui d'être revenu. On verra ce qui va se passer. En tout cas, j'ai hâte de voir cette saison 2020, voir si Telfer va revenir avec le couteau entre les dents ou bien s'il va revenir un peu dépité, découragé par rapport à sa carrière. Mais bref, très intéressant, je pense, comme move. Autre chose sinon, Daniel, ou on clôture? Je pense qu'on peut clôturer. On m'a pas manqué de nouveautés là. Non. Donc voilà, ce sera tout pour notre podcast CS à l'érable de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir pris le temps de faire ce podcast avec moi cette semaine. Merci, Hadi. Ça fut un plaisir de se retrouver. Et j'espère que d'ici la semaine prochaine, on va avoir pas mal d'infos. Je pense qu'on va vraiment pas s'ennuyer actuellement là.
C'est ça, dans les prochaines semaines, je pense que les nouvelles vont s'empiler, vont venir les unes après les autres. Ça commence à bouger dans le monde du soccer et puis on a hâte parce que le soccer canadien a besoin de reprendre et a besoin de se reprouver à nouveau. Et je pense que c'est important et on sera là ici, Culture Soccer sur CS à l'érable, à vous détailler et vous décrire tout ce qui se passe dans l'univers du soccer canadien. Merci beaucoup de nous écouter de semaine en semaine. N'hésitez pas à partager, à retweeter sur Twitter ou à parler de nous, du podcast CS à l'érable et de Culture Soccer, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.